Je suis désolé, mais Notion est le pire outil de prise de notes. Créé en 2016, Notion est devenu l'outil phare pour des millions de personnes, que ce soit pour la gestion de projets, de prise de notes ou de gestion des connaissances. Autant pour les entrepreneurs, les créatifs ou encore les créateurs. J'ai utilisé moi-même pendant des années et je l'utilise même encore actuellement. Notion me sert pour la gestion de projets, pour la collaboration sur ma business ou encore même pour gérer ma vie personnelle. Mais il y a quelques années, je me suis retrouvé confronté à des frustrations et à des limites avec Notion concernant spécifiquement la prise de notes et la gestion de mes connaissances. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Notion, à mon sens, n'est pas du tout le bon outil pour la prise de notes, quels sont les problèmes que vous allez rencontrer avec et comment vous pouvez faire beaucoup mieux pour mieux exploiter vos notes et vos connaissances. Et pour cela, je dois vous parler déjà d'un sujet qui crée beaucoup de confusion dans ce marché, dans ce domaine de la gestion des connaissances. Et pour le représenter, on va parler de deux types de personnes, deux types de méthodes qui sont représentées d'un côté par Tiago Forte et ce qu'il appelle le second cerveau, et de l'autre côté, Niklas Luhmann et la méthode Zettelkasten. Vous avez donc encore une fois d'un côté Tiago Forte, qui est connu notamment pour son programme Build the Second Brain, et la méthode PARA, où il a créé donc une méthode d'organisation qui est, on pourrait dire, une héritière de Getting Things Done de David Allen, dans laquelle il nous pousse à mieux organiser notre vie digitale. Et par cela, il entend donc nos projets, nos aires de vie, ce qu'on appelle les casquettes, les areas en anglais, toutes les ressources qu'on consomme et les archivages ensuite. Et donc vous avez ce genre de modèle qui propose donc aux personnes, notamment via l'utilisation d'outils comme Evernote et Notion, de bien organiser leurs projets, leur vie digitale et potentiellement leur vie personnelle. Ça, c'est un premier côté. Et c'est ce que Tiago Forte utilise comme terme le second cerveau. Il en a même fait un livre du même nom, Build the Second Brain. Et de l'autre, on a une autre méthode, l'héritière du sociologue allemand Niklas Luhmann, qu'on appelle aujourd'hui, qu'il a appelé Zettelkasten. Celle-ci, elle est plutôt centrée sur la gestion de la connaissance. L'idée de Niklas Luhmann, ce sociologue, c'était de créer un système pour pouvoir mieux exploiter ses lectures, les réflexions qu'il avait autour de ses lectures, de les déconstruire sur ce qu'il a... Avant, c'était sur des cartes, on était sur le monde analogique, hein, c'était avant Internet, et les ordinateurs, donc il prenait des notes sur des cartes, il lisait un livre, chaque carte était un concept du livre qu'il avait lu, qu'il retravaillait avec ses propres mots, et ensuite il connectait les concepts et les idées entre elles pour pouvoir créer quelque chose de novateur, d'original. La méthode Zettelkasten a plutôt tendance à partir du bas et de remonter vers le haut, là où notamment Para et tout ce qui est Tiago Forte, voilà, c'est une organisation plutôt structurelle, pyramidale, et que je vais pouvoir détailler dans un second temps. Et vous comprenez en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental sur la terminologie. Donc on parle de second cerveau, en tout cas Tiago Forte utilise ce terme. Des fois on parle de second cerveau avec le genre de modèle comme Zettelkasten, alors que ça n'a rien à voir, même si parfois ça peut être complémentaire ou mélangé. Il faut vraiment commencer par distinguer pour savoir de quoi on parle et qu'est-ce qui nous correspond en priorité selon les profils. Et justement, ça m'amène au deuxième sujet, c'est qu'il y a trois types de preneurs de notes, ou de note taker, si on utilise un terme en anglais. Le premier type, c'est la personne, un petit peu comme si vous imaginez, voilà, si vous étiez à la fac, vous étiez peut-être comme ça, ou vous voyez des personnes comme ça, ceux qui surlignent tout, qui prennent plein de notes, qui font plein de fiches. Ces personnes-là, on pourrait les nommer les documentalistes, parce qu'ils vraiment, c'est des archives, ils font de l'archivage, ils font de la documentalisation, enfin du documentalisme, et donc ils se retrouvent avec énormément de notes, ils aiment agréger, ils aiment ne rien perdre, et du coup, ces personnes-là, on les appelle donc encore une fois les documentalistes, vont plutôt utiliser des outils comme Evernote. Evernote, qui est un prédécesseur, on pourrait dire, de Notion, même si encore de nombreuses personnes l'utilisent, était un outil qui permettait de faire ça, vraiment de facilement stocker de l'information et de l'archiver. Ensuite, vous avez un autre type de profil de preneurs de notes qu'on va appeler les architectes. Eux, ils aiment quand c'est carré, c'est un peu des profils ingénieurs, ils aiment quand c'est structuré, quand c'est bien designé, quand c'est bien architecturé. Et ces profils-là, donc ils vont avoir des projets, ils vont avoir des dossiers, ils aiment utiliser Google Drive par exemple, structuré, tout est bien pensé. Et souvent, ces profils-là, justement, Notion est un bon outil pour pouvoir utiliser justement ces caractéristiques, ces côtés un peu naturels qu'ont ces personnes, à pouvoir cartographier, structurer, mettre en dossier, en sous-dossier, sous-dossier, etc. Ça, on va les appeler les architectes. Mais il y a une troisième partie de la population qui, elle, prend des notes différemment. Et c'est celle qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est celle, si vous vous y reconnaissez dans celle-ci que je vais citer, c'est vous qui allez être intéressé justement par rapport au fait de quitter Notion pour d'autres manières de faire. C'est celle que moi m'a beaucoup inspiré et aidé par rapport à mon fonctionnement. Et là, du coup, on parle des jardiniers. Le jardinier, lui, il n'est pas du tout structuré, ou il ne cherche pas la structure en tout cas, comme les deux précédents, le documentaliste et l'architecte. Le jardinier, il va du coup mettre ses graines, il va préparer le terrain,
et de ces graines vont pousser un environnement avec des plantes, avec des fruits, avec tout ce que vous voulez. Et le jardinier, donc c'est quelqu'un qui aime donc partir du bas, faire monter les idées, aime pouvoir déconstruire les choses, pouvoir restructurer, repackager, et des outils donc notamment comme Obsidian, on va parler juste après, qui sont beaucoup plus adaptés à ce genre de profil et ce genre de structure cérébrale. Donc souvent, ça va être plutôt des personnes, des jardiniers, qui vont penser en arborescence, qui n'aiment pas du tout mettre du cadre, qui ne veulent pas mettre les choses dans des dossiers, ils n'y arrivent pas, qui aiment connecter les idées, qui peuvent aller faire des connexions que peut-être que d'autres ne feraient pas parce que le cerveau ne fonctionne pas forcément pareil, et qui n'aiment pas trop les fonctionnements linéaires, globalement. Et donc, comme je vous disais, il y a un outil en particulier qui s'est adapté à ce besoin, à ce problème qu'avaient les profils qu'on appelait jardiniers. Cet outil, c'est Obsidian, qui a été créé en 2020 par 2 développeurs, et qui arrivait avec cette promesse de pouvoir, d'une certaine manière, reproduire les workflows, les systèmes comme Zettelkasten de Niklas Luhmann, que je vous ai cité en tout début de vidéo. Donc on rappelle, d'un côté, les gestions de connaissances plutôt structurées comme Thiago Forte, et la gestion de la connaissance plutôt concept de nos lectures, comme Niklas Luhmann et Zettelkasten. Donc Obsidian arrive avec cette promesse de permettre à ces profils de pouvoir avoir un environnement privilégié pour pouvoir mettre leurs idées, prendre des notes, les connecter entre elles, ne pas être bloqué dans des logiques de structure, de dossier, et le tout en ayant quelque chose de très résilient. On va y venir juste après, mais c'est quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup de fonctionnalités et d'une philosophie même, on pourrait dire, que proposent des outils comme Obsidian et d'autres outils basés sur le Markdown, qui est le fichier type, le type de fichier texte qu'utilisent ces applications, pour pouvoir justement se différencier de Notion et surtout proposer une alternative qui correspond, encore une fois, au profil que vous êtes peut-être, du coup, si vous regardez cette vidéo et que ce que je vous dis est en train de vous parler. Donc on va aller sur les différences qu'on peut trouver justement entre les fonctionnalités, mais aussi la philosophie. C'est pas qu'une question de fonctionnalité. Entre Notion, qui est donc encore une fois l'outil le plus connu, et certainement que vous l'utilisez, encore une fois, moi je l'utilise aussi sur certains use cases, comme je vous ai dit, et Obsidian de l'autre côté, qui est un outil plus niché, qui correspond à moins de gens, mais par contre qui fit beaucoup plus pour certains profils, encore une fois qu'on a déjà mentionné, le jardinier. La première chose, c'est sur la façon dont est pensée la communication entre les idées, entre les notes et entre les pages, du coup, on peut dire de cette manière. Donc sur Notion, quand vous ouvrez votre Notion, vous pouvez créer plein de choses, donc c'est très versatile comme outil, vous pouvez faire plein de cas d'usage différents, mais globalement ça fonctionne par page et par dossier. Donc à partir de Notion, vous allez vous créer des architectures, ça peut être vos objectifs, ça peut être vos projets, ça peut être plein de choses, mais vous avez une limite, c'est que vous ne pouvez pas connecter les notes entre elles et créer donc ce qu'on appelle des liens bidirectionnels, qui vous permettent du coup de facilement de communiquer comme si vous étiez sur une sorte de, on peut dire un Wikipédia par exemple. Donc comme j'expliquais avec Zettelkasten, vous pouvez donc facilement connecter les idées entre elles, et plutôt que de partir de dossiers ou de thématiques type marketing, business ou projet X, vous allez plutôt déconstruire, restructurer les concepts, et de manière du coup plutôt bottom-up, vous dire voilà, cette idée dans tel livre peut être relative à cette autre idée que je vais pouvoir connecter pour créer un nouveau concept. Vous voyez, c'est une autre manière de penser, c'est pour aller plus loin dans l'originalité, plus loin dans la profondeur aussi de sa réflexion, de sa pensée, et la créativité d'une certaine manière. Donc c'est un premier cas. Chose importante aussi, c'est que Notion, par sa philosophie de dossier, amène forcément à voir l'outil comme un outil de stockage. Un petit peu comme Evernote d'ailleurs, que je citais avec le documentaliste. Donc on va stocker de l'information, notre Notion est de plus en plus lourd, il y a une architecture qui est de plus en plus dure à manœuvrer aussi, parce qu'elle se complexifie avec les mois et les années. Moi, je le sais, ça m'est très souvent arrivé d'être en faillite structurelle Notion, d'une certaine manière, vu que mon esprit en plus n'est pas trop celui d'un architecte. Et donc à partir de ça, on se retrouve du coup avec un outil qui est plutôt pensé pour le stockage. Là où Obsidian a une volonté différente, qui plutôt est un outil de prise de notes, mais plutôt de création de notes, et moi j'aime dire un outil de pensée. C'est un outil pour penser, c'est pas un outil pour stocker de l'information et stocker des notes. Le stockage, c'est autre chose. Certes, on va quand même mobiliser la connaissance, mais c'est pour la réexploiter, la transcender et l'utiliser pour des choses concrètes, le tout en la connectant entre elles. Autre chose qui est fondamentale aussi, de différent, c'est la capacité qu'on a de se balader dans ce qu'on pourrait appeler le second cerveau, même si du coup ça prête à confusion, encore une fois, le second cerveau sur Obsidian, c'est que dans Notion, du coup, c'est difficile de se balader d'une certaine manière, vraiment se balader avec de la vitesse.
On peut faire la recherche, on cherche de page en page, de dossier en dossier, mais il n'y a pas cette idée de se balader de note en note et d'aller hyper vite avec une vue graphique comme propose Obsidian, ou avec tout simplement juste les hyperliens en fait qui te font passer hyper vite d'une note à l'autre. Autre chose que vous allez chercher sur Obsidian ou Notion, vous allez avoir des difficultés, ça va être la capacité à justement à réemployer la matière que vous avez stockée dans Obsidian. Encore une fois, vous allez vous retrouver dans des dossiers, vous avez archivé, vous avez stocké de l'information, potentiellement des notes, mais comme elles sont isolées par thématique ou par source, vous n'allez pas facilement pouvoir les connecter. Et du coup, vous allez fortement limiter votre capacité à être original donc dans votre création. Vous écrivez des articles, des bouquins, que vous soyez même entrepreneur, peu importe. En tout cas, toute activité créative, du coup, va être forcément limitée par ce fonctionnement en silo et par source et dossier. Dans Obsidian, c'est vraiment la grande force du système et du système Zettelkasten, c'est du coup la capacité, encore une fois, à connecter plusieurs idées entre elles et de pouvoir faire en fait des associations que vous n'aurez jamais faites juste en vous baladant parfois dans votre système. C'est quelque chose que je pourrais développer dans d'autres vidéos si vous voulez, même vous faire un tour dans mon second cerveau. Mais globalement, voilà, c'est quelque chose qui est possible à faire avec ce type d'outils et beaucoup moins avec les outils d'architecte et de documentaliste. Autre chose dont on parle peu souvent, et je trouve pourtant qui est fondamentale à l'ère d'Internet et des données en ligne, c'est la résilience des outils et du coup des systèmes que vous utilisez. Vous êtes sur Notion, donc c'est une boîte américaine qui a, mine de rien, ça commence à avoir un peu d'ancienneté, ça a 10 ans, un peu moins, 8-9 ans. Mais aujourd'hui, les données que vous mettez dans Notion, c'est Notion qui sont les propriétaires de cette donnée. Vous n'êtes pas propriétaire de vos données. Si demain, on ne sait pas, Notion, on ne sait pas trop l'état de santé de l'entreprise, imaginez, ils font faillite du jour au lendemain, comme ça arrive toutes les entreprises, on n'apprend jamais, ils ne vont pas vous dire qu'ils vont faire faillite dans 3 jours, ils ne communiqueraient pas là-dessus. D'un coup, vous perdez tous vos données. Déjà, vous pouvez faire quelque chose d'important, c'est de faire des backups réguliers de vos données sur Notion. C'est une bonne pratique. Mettez-vous un reminder tous les mois ou tous les 2 mois, exporter toutes mes données. Et vous avez un autre problème avec Notion, c'est que les fichiers ne sont pas bien designés pour être facilement portatifs. Vous allez avoir pas mal de difficultés à réemployer vos données dans un format notamment Markdown, qui est le format du coup qu'utilise Obsidian, qui est du coup indépendant et autonome de tout outil. Le Markdown, vous pouvez prendre vos fichiers Markdown, vous les copier-coller ou vous les uploader dans n'importe quel outil qui prend du Markdown, vous avez tout de suite tout qui est bien structuré et il n'y a pas à passer 1000 heures à restructurer vos notes. Sur Notion, parfois les fichiers sont un peu plus difficiles, les bases de données ne sont pas réadaptées, voilà, il y a pas mal de fonctionnalités en fait un peu avec des surcouches de tech qui font que ça se reporte pas correctement dans le Markdown. Et dans la continuité de la résilience, il y a un point qui est important, c'est que si vous êtes dans ce profil plutôt du coup du jardinier et que pour vous c'est important de développer vos connaissances, de structurer vos notes de lecture et les réemployer, vous constituez ce qu'on pourrait appeler un capital intellectuel. Donc chaque note que vous ajoutez en fait est plus importante que la précédente parce que vous allez avoir plus de densité et plus de capacité à connecter et à créer, à produire. Donc normalement, chaque année qui passe, du coup, vous êtes censé du coup avoir plus de valeur grâce à ce système. Le souci, c'est que plus vous avancez, le plus vous avez à perdre aussi. Et donc d'autant plus l'obligation de passer sur des outils qui sont plus résilients, peut-être plus autonomes, plus indépendants, et ce qui est du coup le cas d'Obsidian, qui pour le coup, lui, contrairement à Notion, est open source. Donc déjà, tout le monde peut contribuer à Obsidian. Voilà, c'est une entreprise qui appartient à... Enfin, il y a eu des fondateurs, mais globalement, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut créer des plugins, tout le monde peut faire évoluer l'outil. L'outil est utilisé et utilisable en local. Donc par exemple, moi, quand j'utilise sur mon ordi Obsidian, je peux être hors ligne. Quand je crée un fichier, il est directement du coup envoyé, si je veux, donc à un cloud, dans mon cas, ça peut être Dropbox ou d'autres outils, Google Drive, tout ce que vous voulez. Possédez vos données, vous pouvez faire un backup local, un autre backup cloud, un autre backup d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose qui est important quand là on parle d'un outil et d'un capital qui peut-être va vous être encore utile dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Je pense avoir fait le tour globalement de la philosophie et des fonctionnalités un peu high level, on pourrait dire, au niveau des différences fondamentales du coup entre Notion et Obsidian. Donc pour synthétiser, ne vous mentez pas à vous-même, posez-vous la question, est-ce que je suis plutôt un documentaliste, un architecte, un jardinier? Si vous avez une tendance plutôt jardinier, donc quelqu'un qui part dans tous les sens, avec le bon et les mauvais côtés, qui est très arborescent, divergent, qui a tendance à être très curieux, à étudier plein de sujets, à vouloir connecter les choses entre elles, n'allez surtout pas sur Notion. C'est vraiment pas l'outil qu'il vous faut. Par contre, si vous n'êtes pas du tout dans ce profil-là,
aucun souci. Continuez à utiliser Notion, ça fonctionne bien avec votre cerveau, ça fonctionne bien avec peut-être vos usages et vos besoins et la création que vous faites. Mais il faut vraiment faire la distinction entre les outils, entre ce qu'est un second cerveau au sens de Tiago Forte et un second cerveau au sens de Zettelkasten. Voilà, c'est deux méthodes qui sont différentes. Allez voir d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur Obsidian, donc allez voir sur ma chaîne directement et vous pouvez consulter les vidéos. Vous avez aussi les vidéos de mon associé sur le programme Perspective, Elliot Meunier, qui fait des excellentes vidéos sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande un cours gratuit que j'ai créé, que je vous mets en description, c'est totalement gratuit. C'est 5 jours en fait avec 5 emails où vous allez vous apprendre à devenir de meilleurs lecteurs et à tirer le meilleur de vos lectures. Je ne parle pas directement du second cerveau, mais c'est une très bonne base pour être un meilleur lecteur. Ensuite, ou en parallèle, allez voir la vidéo qui va s'afficher sur l'écran, dans laquelle du coup je vous présente mon retour d'expérience honnête après 4 ans d'utilisation d'Obsidian. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez vu maintenant ma vision et la différence Notion Obsidian, et là vous allez voir mon retour spécifiquement sur Obsidian, mes usages, comment je l'ai utilisé, comment ça a évolué avec le temps. Donc allez voir ça, et quant à moi, donc, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo, c'était JCK.